Reprenons notre histoire. On en était donc au livre, où on avait fini par comprendre la stratégie de Dracula. Donc il suçotait Mina comme pour se nourrir dans un premier temps, sur plusieurs jours, tandis que la team Helsing était en quête des caisses. Et c'est dans un dernier recours seulement qu'il la transforme, en se faisant prendre dans l'acte par toujours la team Helsing, tout en épargnant Jonathan qui est offert dans le même lit, absolument vulnérable. Donc pour une raison qu'on ignore, le conte ne l'achève pas. Alors certes, on sait qu'il aime jouer avec ses proies. On se rappelle avec Jonathan au château, avec l'épisode où il fait mine de les laisser partir, alors qu'il sait très bien qu'il y a une armée de loups devant la porte. Mais à cette époque-là, il avait clairement le dessus. On peut comprendre que la situation soit grisante. Le problème, c'est qu'il ignore peut-être qu'ils ont découvert la plupart de ses caisses. Il ignore donc son véritable danger. Car ceux qui le pourchassent, à cette heure-ci, ont commencé à sérieusement mettre son plan en péril. Et ce n'est plus tellement le moment de jouer. En gros, c'est un chat qui jouerait avec un gros rat qui lui aurait quand même grignoté une rangée de griffes. Et donc sa victoire n'est plus si certaine. Sauf que tout porte à croire qu'il n'en est pas du tout conscient à cette heure-ci. Dracula a encore une assurance incroyable en fait. Donc il épargne ses ennemis quand il a l'occasion de les achever. Il préfère les faire souffrir, il préfère jouer avec sa proie. Il préfère prendre le temps de se venger. Il veut faire durer ce plaisir. Il veut faire durer le plaisir de la vengeance et savoir que ses ennemis, à cette heure-ci, vont se ronger les veines en sachant du coup qu'il a transformé, qu'il a condamné la femme qu'ils aiment tous. Et ça, c'est encore une fois son ego qui parle. En fait, il est outré que de simples mortels se soient dressés contre lui. Et ils veulent leur faire payer bien au-delà de la mort. Donc la mort ne suffit plus. Et c'est le monologue qu'il déballe tout en offrant une tétée forcée de sang là, à Mina. Il lâche un monologue de grand méchant pour dire qu'ils vont payer très cher de s'être opposés à lui et qu'il va commencer par elle. Donc c'est là qu'on le comprend. Donc ça aussi c'est un dialogue qui a toute son importance pour nous préciser la personnalité de Dracula. Alors je vais lire l'extrait. C'est Mina donc qui raconte, quand le comte vient de débarquer dans sa chambre. Alors toujours moqueur, il reprit. Ainsi vous aussi, vous voulez déjouer mes plans? Vous vous faites la complice de ces hommes qui cherchent à m'anéantir? Donc ça veut dire quand même qu'il sait qu'ils sont déjà en action contre lui. Mais bon. Mais vous savez à présent, comme eux le savent déjà en partie et le sauront mieux encore avant longtemps, ce que l'on risque à se mettre en travers de mon chemin. Oui, c'est vrai qu'ils ont eu l'épisode Lucie quand même. Ils auraient mieux fait d'employer leur énergie à d'autres fins, plus à leur portée, car tandis qu'ils s'ingéniaient à me faire échec, à moi qui ai commandé des peuples entiers et combattu à leur tête pendant des siècles et des siècles avant que vos complices ne soient nés. Donc voilà, il est toujours en train de rappeler ça, il est toujours en train de rappeler ses faits d'armes. Dracula s'agrippe à un passé qui n'est plus. Ça fait longtemps qu'il n'a rien foutu là dans son château, qu'il n'a fait que dépérir dans les tréfonds de son château entre les toiles d'araignée et ses 3 vampiresses là, à chasser un nourrisson par-ci par-là de temps en temps dans un village éculé. Il se raccroche à un passé, les siècles sont écoulés depuis quand même, donc il est d'autant plus pathétique encore. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ce qu'il est. Il ramène toujours tout à ses victoires passées. Moi qui ai, oui, mais depuis, qu'est-ce que t'as fait en fait? À part grignoter une petite anglaise là sur un banc. Enfin, donc tandis qu'ils s'ingéniaient à me faire échec, je ne cessais de déjouer leurs plans. Oui et non en fait. Là, il est littéralement en train de perdre des caisses, il est en train de perdre des espaces de repli possibles. Dracula ne réalise absolument pas qu'il est de plus en plus acculé. Donc, et vous, la ralliée très chère, très précieuse, vous êtes maintenant avec moi, chair de ma chair, sang de mon sang, celle qui va combler tous mes désirs. Alors je pense qu'il parle de boire du sang, hein. Et qui ensuite sera à jamais ma compagne et ma bienfaitrice. Donc voilà, vraiment c'est une punition dans le temps. Le temps viendra où il vous sera fait réparation, car aucun parmi ces hommes ne pourra vous refuser ce que vous exigerez d'eux. Alors c'est très drôle en fait cette mentalité encore une fois tordue de Dracula dans cette phrase. C'est-à-dire qu'il ne mentionne pas de réparation regardant ce qu'il lui fait subir là à l'instant, c'est-à-dire ce que lui est en train de lui faire à elle. Non, il retourne complètement la situation. En fait ce qu'elle vit là, c'est à cause de ces hommes qui ont essayé de contrecarrer les plans de Dracula. Donc c'est eux les fautifs en fait, c'est eux qui ont commencé. C'est presque enfantin dans son raisonnement. Ils ont commencé, ils m'ont cherché, donc là je me venge. Mais du coup si vous avez à vous plaindre, enfin prenez-vous-en à eux. Donc il est toujours aussi tordu. Il envisage la réparation d'un tort par une récompense qui n'est qu'un autre tort en plus. Donc plus tard, elle pourra les assouvir. Quel est ce raisonnement? Encore une fois, il n'est responsable de rien. Dracula est la victime dans tout ça. Ou en tout cas, ces hommes ont péché par excès d'orgueil, donc ils vont le payer. Voilà, cette punition passera par elle, mais elle, plus tard, pourra elle aussi se venger, mais d'eux. C'est génial. Mais pour le moment, vous méritez la punition de votre complicité. Vous les avez aidés dans leur dessein de me nuire, eh bien vous devrez désormais répondre à mon appel. Quand en pensée je vous crierai « Venez », aussitôt vous traverserez terre et mer pour me rejoindre, mais auparavant... Et c'est donc là qu'il accomplit son fameux rituel de pré-transformation où il l'oblige à boire un peu de son sang. Et donc, cette confiance déplacée du comte, cette surenchère dans la revanche se retournera contre lui. Aurait-il tué Mina à cet instant-là, qu'il aurait décerné un coup fatal à toute l'équipe en fait. Il s'en serait jamais remis. Clairement, ils perdent Mina, Jonathan devient fou, enfin c'est toute l'équipe se désagrège quoi. À la place, en la condamnant à une lente transformation, et c'est important ça, une lente transformation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas immédiate. Donc ils ont le temps de la voir venir et surtout ils ont le temps d'avoir de l'espoir. C'est encore pire en fait, il est horrible ce plan.
pour Dracula. En fait, là, il fournit à ses poursuivants une motivation. Ils se voient obligés d'agir, en fait, plus que jamais, quitte à le poursuivre jusqu'au fin fond des Balkans, tant qu'ils ont cette lueur d'espoir. En n'achevant pas Mina, Dracula s'est condamné en motivant comme jamais ses poursuivants à lever sa malédiction. Et c'est ça qui va précipiter sa perte. Et encore pire, et ça c'est vraiment le dernier clou dans le cercueil, ils vont désormais intégrer Mina dans l'équipe, parce qu'ils vont comprendre leur première erreur, et elle se révélera être son pire ennemi dans le troisième acte, du fait du lien qu'il vient de créer avec elle, comme un fil rouge menant à lui. C'est vraiment un vampire débile. Mais finissons la scène. Ça se passe donc après son monologue, la team Van Helsing pénètre dans la chambre des Harker, et ils interrompent donc cet été forcé. Et c'est Stewart qui raconte ce qui se déroule, ce qui se passe. Et donc on va voir que cette scène est très différente dans ce qui se passe dans le film, notamment au niveau des enjeux. Les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. On avait une sorte de triptyque dans la disposition des personnages dans le film, donc entre la team Van Helsing avec Harker dedans, Mina et au centre Dracula. Donc Dracula s'est mis entre les hommes, donc les hommes de Dieu, les fous de Dieu et Mina de l'autre côté. Mina était partagée entre donc son amour, Jonathan qui était donc dans cette équipe des hommes, et son attachement déraisonné, ambigu pour le prince. Et à la place de cette réplique-là, on aura clairement un diptyque en fait. On a les bons et les mauvais, et le mauvais plutôt. On a le bien et le mal. C'est un peu plus binaire, c'est un peu moins riche encore une fois. Ça présente beaucoup moins de nuances par la même occasion. Mais encore une fois, cela tient de la figure même du monstre. Comme je l'avais déjà dit, dans le film on a un homme vampire, et dans ce livre on a un monstre vampire. Donc, nous nous jetâmes littéralement contre la porte. Donc, c'est le Dr Stewart qui raconte. Elle s'ouvrit avec fracas et tous, nous faillîmes nous étendre de tout notre long dans la chambre. Ce que je vis m'effraya au point que j'eus l'impression que mes cheveux se dressèrent sur ma tête et que mon cœur s'arrêta de battre. Le clair de lune était tel qu'on distinguait parfaitement tout dans la chambre. John Harker, étendu sur le lit qui se trouvait à côté de la fenêtre, avait le visage empourpré et il respirait péniblement dans une sorte de torpeur. Alors je ne m'explique pas du tout cet état de Jonathan, ou alors quelque chose m'a échappé. Donc on se rappelle que le comte s'était fait chier à aller verser du laudanum dans l'eau des domestiques pour les droguer, pour qu'ils s'endorment, pour qu'ils puissent avoir le champ libre de s'attaquer à Lucie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Là, je ne vois pas à quelle occasion il aurait pu le faire. Jonathan est dans cet état donc de torpeur. Cela rappelle un peu l'état dans lequel Mina a été plongée la première fois que le brouillard du comte est entré en contact avec le château. Mais ce pouvoir du comte, un pouvoir comme ça un peu sur les corps assoupis, sur les gens en train de dormir, je ne vois pas de moment où ça a été très bien précisé ça. Mais soit, donc Jonathan est dans un état comateux. Agenouillé sur l'autre lit, en fait sur le bord de ce lit qui était le plus proche de nous, se détachait la silhouette blanche de sa femme et près d'elle se tenait un homme grand et mince habillé de noir. Bien que son visage ne fût pas tourné vers nous, tous aussitôt nous reconnûmes le comte. Dans sa main gauche, il tenait les deux mains de Madame Harker, ou plutôt il les écartait de son buste autant qu'il le pouvait, de sorte que les bras de la jeune femme fussent entièrement tendus. De sa main droite, il lui tenait la nuque, l'obligeant à pencher le visage sur sa poitrine. Sa chemise de nuit blanche était tachée de sang, et un filet de sang coulait sur la poitrine de l'homme que sa chemise déchirée laissait à nu. À les voir tous les deux ainsi, on imaginait un enfant qui aurait forcé son chat à mettre le nez dans une scoop de lait pour le faire boire. Lorsque nous nous précipitâmes tous plus avant dans la chambre, le comte tourna la tête et son visage blême prit cette apparence diabolique dont Harker parla dans son journal. Ses yeux flamboyaient de colère, les larges narines du nez aquilin s'ouvrirent plus larges encore et palpitaient. Les dents blanches et pointues que l'on entrevoyait derrière les lèvres gonflées d'où le sang dégoulinait, il boit vraiment comme un cochon, étaient prêtes à mordre comme celle d'une bête sauvage. Effectivement, il y a quelque chose de très animal, encore une fois, chez ce comte, chez ce vampire. Faut imaginer la scène, quoi, quand il est en colère, il élargit les naseaux qui se mettent à palpiter, il montre les dents, c'est très animal. Et la seule attaque qui lui est possible, c'est une attaque physique, en fait. C'est de tout son corps qu'il se jette sur sa victime. Donc il n'y a même pas une maîtrise de l'outil, finalement, quand on regarde bien chez ce vampire. Il n'y a pas d'outil. Il ne va pas attaquer avec une épée, avec un sabre, avec un fusil, que sais-je. C'est le corps qui se jette, c'est le corps qui agresse, c'est le corps qui, avec ses griffes, ses dents, cette force, c'est un animal. D'un mouvement violent, il rejeta sa victime sur le lit, parce qu'il en a fini, se retourna tout à fait et bondit sur nous. Voilà, c'est encore une fois le champ lexical de la bête, un vulgaire monstre sous les appareils humains. Il bondit. Mais le professeur tendait vers lui l'enveloppe contenant la Sainte Hostie. Le comte s'arrêta net, comme Lucie l'avait fait à la porte de son tombeau, et recula. Il ne cessa de reculer, devenant, eût-on dit, de plus en plus petit, tandis que nous, nos crucifix en main, nous avancions vers lui. On voit un peu la scène, il ne manque que les chants liturgiques avec. Soudain, un gros nuage noir couvrit la lune, et quand Quincy donna de la lumière, nous ne vîmes plus rien d'autre qu'une légère vapeur. Tandis que, étonnés, nous regardions autour de nous, cette vapeur disparut sous la porte. Même son départ... Donc il y a vraiment une bascule à ce moment-là. Le comte passe d'une rage incontrôlable, où il régresse presque à l'état de bête, il saute, il va à l'attaque, et là il est confronté à une arme absolue, une arme face à laquelle il ne peut que reculer. Et non seulement il recule, mais il se liquéfie, voire pire, il se gazéfie. Donc vraiment il a perdu. Donc si à ce moment-là il n'a pas compris que là il est mal, cet être n'est pas très intelligent. Alors il y a être aveuglé par son orgueil, mais il y a être bête aussi. Là il ne le comprend pas. C'est-à-dire que là on a vraiment un moment de bascule, quoi. Là il vient de perdre, là il vient de reculer, là le comte vient de déguerpir, sous la forme d'une vapeur.
Si là, il ne se rend pas compte qu'il est en train de perdre, je pense que là, il commence à avoir l'intuition. C'est à ce moment précis que toute l'histoire, en fait, bascule. Dracula perd, Dracula commence à perdre du terrain. Il commence à perdre du terrain face à ces hommes qui sont déterminés, qui sont armés correctement. Et il va perdre aussi à cause de ses manigances, parce qu'il vient à la fois de leur fournir une sorte de boussole, parce qu'on va voir que Mina va leur servir pour retrouver le compte. Et il vient aussi de leur donner un instrument de motivation ultime, en fait. Il faut sauver l'âme de Mina, qui est en train de se transformer, mais qui n'est pas complètement perdu. Parce qu'il n'a pas opéré à une transformation immédiate, à une transformation absolue. Il l'a contaminée, elle est empoisonnée. La transformation suit son cours, mais elle prend du temps. Donc ce temps-là, c'est du répit pour nos hommes. Donc c'est un temps à surtout mettre à leur avantage et à attaquer, ne jamais reculer, ne jamais hésiter. Parce qu'il y a des moments d'ailleurs où ils vont hésiter. Ils vont se dire que ça vaut encore la peine de poursuivre. Mais en fait, ils vont juste voir Mina et se dire, bah oui, allons-y. Donc il leur a fourni les instruments de sa propre perte. Alors revenons dans la chambre, l'équipe, je trouve, est plutôt stoïque devant ce spectacle auquel ils viennent d'assister. Alors tout à l'heure, je me moquais de la scène où ils sont là en train d'avancer avec leur hostie vers le vampire, mais ils avancent tous comme un seul homme. Et en réalité, c'est un peu ridicule. Ou en tout cas, je trouve qu'on a loupé là une occasion de les humaniser un peu. Pour la première fois qu'ils voient le vampire, faut quand même se rendre compte, c'est la première fois qu'ils le voient. Ils le voient en plus en prendre à Mina, ils le voient en pleine action. Ils voient cette monstruosité, cette chose que jusqu'à là qu'on leur a raconté, même s'ils ont eu une première expérience effectivement avec Lucie, ce n'est pas la même chose que de rencontrer le maître vampire. Il s'agit à la fois de celui qu'ils recherchent le plus, mais qu'ils redoutent et qu'ils craignent le plus aussi. C'est un formidable ennemi. Il devrait l'être en tout cas, il devrait nous être présenté comme tel. Donc pour la première fois qu'ils le rencontrent, il devrait y avoir autre chose que juste cette armée avançant vers lui aveuglément en tenant des hosties. Et ce n'est pas que la première fois qu'il le voit, il le voit aussi en pleine action. Il le voit s'en prendre à Mina. Il le voit en train d'opérer un échange uni de sang. L'un d'eux au moins aurait pu avoir un geste de recul ou un cri d'effroi, quelque chose. Ne serait-ce que pour appuyer l'horreur de la scène et donner un peu de panache à Dracula. Non, il ne lui donne même pas ça. Il le voit en action, ils se lèvent tous, ils avancent vers lui, ils dégagent. Et il s'évanouit en fumée. Et on note aussi que la seule arme qu'ils ont, c'est une unique enveloppe d'hostie et un crucifix. Donc c'est Van Helsing qui représente donc la pointe de la flèche donc de cette équipe, et c'est lui qui le tend vers le vampire, donc il le fait reculer. Est-ce que ça tuerait les autres d'être un peu plus armés? Je ne sais pas. C'est vrai qu'une partie de l'équipe est protestante, tandis que Van Helsing est clairement catholique, ce qui explique sans doute qu'il soit le seul à brandir une croix, mais quand on se rend compte que c'est la seule arme effective face aux vampires, il n'y a pas d'hésitation à avoir, je pense. Là, les autres, dans tous les cas, ça devrait faire chanceler un peu leur foi et ce en quoi ils croient. On voit concrètement là que les outils de Van Helsing sont efficaces contre le mal. Donc peut-être que sa version de la foi est peut-être plus proche de la vérité finalement. Tel qu'il présente Dracula, c'est le mal, c'est littéralement le diable. Donc c'est un suppôt du diable. Et ça marche contre lui. Donc ce n'est plus tellement un élément de décorum, la croix marche. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de saint, quelque chose de sacré là. Je sais pas, je n'ai pas envie de dire aux protestants ce qu'ils auraient à faire, ce qu'ils devraient faire. Devant cette calamité que représente le vampire, on devrait même voir ceux qui sont protestants dans l'équipe chanceler et pareil, se dire « Oh finalement, je vais prendre une petite croix ». Ils devraient au moins perturber leurs croyances et leurs usages. Voilà, on s'en rend même bien compte qu'ils ont fini par devenir, certains d'entre eux, surtout Van Helsing quand même, à basculer presque dans le paganisme, avec des outils de protection et autres, enfin un peu de superstition, à mettre de l'ail en collier d'ail, frotter les interstices d'ail, etc. On est presque dans des rituels en fait un peu plus païens. Et donc j'aime bien cet aspect-là, j'aime bien le fait que pour se protéger du vampire, qu'ils soient prêts à remettre en question leurs croyances, mais aussi qu'ils se replient vers des solutions plus obscures. Je trouve ça pertinent dans ce contexte-là. Dracula est une menace qui vient d'un temps oublié, d'un temps impossible. Dracula vient d'une région mystérieuse, impossible, et il ramène avec lui tout ce folklore de légendes et de superstitions, et finalement, peut-être que la seule façon de le combattre, c'est d'aller puiser là-dedans. Et donc, quoi de mieux que de montrer justement un protestant finalement finir par brandir lui aussi une croix. Cela montrerait aussi à quel point ils le prennent au sérieux, ils commencent à prendre la menace vraiment au sérieux, ils comprennent que Dracula est dangereux. En ne faisant pas cela, on amenuise à nouveau la menace qu'il représente. De plus, ce basculement est déjà quelque part à l'œuvre. Ils se réfugient tous derrière Van Helsing quand il s'agit de confronter le vampire. Donc ils sont tous derrière lui, ce qui fait déjà de lui un peu le berger. Ça aurait été intéressant de voir un peu comment les protestants se concilient cette situation, comment ils vivent finalement la posture désarmée, démunie dans laquelle les plonge leur religion, en les privant de tout apparat, de tout outil, de toute croix, etc. Comment ils le vivent ça? Toujours est-il qu'il est bien commode quand même que le comte s'enfuit sans demander son reste. C'est un peu facile et comme je disais tout à l'heure, ça mine complètement le danger que représente le vampire. Alors celui du film, on se rappelle, faisait fondre les croix, mais s'effaçait aussitôt dès qu'on l'aspergeait d'eau bénite. Par contre, celui du livre, au moindre signe d'objet religieux, se gazéfie comme un paix. Donc admettons que le vampire est démuni face aux objets religieux, pourquoi ne peut-il pas utiliser d'armes de jet? Qu'est-ce qui empêche Dracula de se munir d'une poutre et de l'envoyer voler dans les jambes de Van Helsing? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de révérence face à celui qui brandit les objets magiques, enfin les objets bénis. Il ne peut donc même pas envisager l'idée de les attaquer, de leur balancer quelque chose. Dracula ne peut même pas jeter une pierre, une poutre. Et donc oui, on pourrait m'objecter ça en fait. On pourrait me dire effectivement que c'est toute sa volonté, toute la volonté du vampire qui ploie
devant le sacré. Mais le problème avec cette version-là, c'est qu'ils ne devraient même pas alors, à ce moment-là, envoyer de rats à leur rencontre. Van Helsing était équipé à ce moment-là quand ils sont rentrés dans la crypte. Il avait les objets bénis. Et Dracula leur a quand même envoyé une armée de rats. Donc s'il peut envoyer une armée de rats, c'est une sorte d'attaque indirecte. Donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas envoyer des poutres dans les jambes. Donc je veux bien que le crucifix et autres objets bénis aident à le tenir en respect, mais cela ne devrait pas les préserver face à des attaques indirectes. Le vampire devrait pouvoir leur envoyer des choses dans la gueule. D'où l'intérêt donc de faire intervenir le reste de l'équipe d'ailleurs. Donc le crucifix semble tenir à respect, mais il devrait pouvoir attaquer indirectement. Et donc il faut reconnaître, mais il faut faire avec, il est trop puissant pour que les protagonistes survivent tous indemnes à une rencontre avec le comte. Et donc il est nerfé en fait. Là je pense qu'on l'aurait pris plus au sérieux si au terme de cette première rencontre, il arrivait au moins à tuer un des hommes de la team Helsing. Et c'est ça qui manque en fait, que Dracula arrive à tuer autre chose qu'un chien errant, qu'un vieillard ou qu'une pauvre jeune fille en fait. Il ne peut pas tuer, je sais pas moi, Quincy Morris ou Godalming, c'est trop demandé. Donc on verra bien qu'il y aura un mort vers la fin, mais ce n'est même pas l'œuvre directement de Dracula, c'est un des tziganes finalement qui accomplira cet acte. Donc Dracula ne tue personne. Personne en tout cas qui est vraiment dans cette posture de combat vis-à-vis du comte. Il ne s'attaque à des victimes passives, inaverties, mais des hommes qui sont là prêts à en découdre. Dracula se barre quoi. Donc encore une fois, je me répète, mais le vampire malheureusement manque absolument cruellement de panache. Le vampire dans le film ne se montre pas plus létal que ça non plus vis-à-vis de la team Helsing, mais on peut un peu plus facilement se l'expliquer. Ce n'est pas son but. Il n'est pas là pour conquérir Londres. Et donc là, ces hommes qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues sont directement ses ennemis. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il est obnubilé par Mina. Et donc dans cette confrontation qu'il y a dans la chambre, il essaie avant tout de protéger Mina. On le voit dans la position qu'il prend. Ce n'est pas le cas de ce vampire monstre qu'on a dans le livre en fait. Lui, clairement, il a compris que ces hommes et ces femmes sont ses ennemis. Donc il a tout intérêt à les détruire le plus rapidement possible. Même s'il veut prendre son temps, quand là ils le surprennent avec Mina et qu'il l'attaque, il devrait réussir à en blesser mortellement un. Non, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est tuer un aliéné dans sa cellule. C'est vraiment regrettable. Alors voilà, Dracula s'est barré sans demander son reste. Alors ce n'est pas tout à fait correct car il détruit les documents en reprenant les témoignages des protagonistes, les textes, les journaux collectés. Mais il ne touche pas aux cylindres qui contiennent les enregistrements audio de Stewart et ainsi que les retranscriptions de Mina. Parce qu'il ignore tout de cet instrument. Cela appuie encore une fois l'effet poisson hors de l'eau chez Dracula, qui n'est clairement plus en territoire conquis depuis qu'il s'est rendu en Angleterre. Ce qui, encore une fois, le rend plus faillible et fragile malgré ses bravados. Donc là, il ne sait pas ce qu'il y a là en fait, il comprend pas. Il arrive d'une autre époque littéralement Dracula, il est resté figé dans le temps. Donc là, pendant ce temps-là, il y a eu des progrès, il y a eu des choses en fait qui l'échappent complètement. Le télégramme, tout ça, la science a fait des progrès incroyables. Quand il arrive là-dedans, donc ça c'est bien amené par le livre, le film ne l'approche pas de la même façon. Parce que dans le livre, toute cette révolution scientifique va permettre d'abattre le comte, va permettre de la rattraper plus facilement, va permettre de le poursuivre, va permettre de suivre à la trace ses déplacements, de communiquer plus facilement entre les membres de l'équipe. Donc dans cette duel qu'il oppose avec la team Van Helsing, Dracula ne peut malheureusement pas tirer parti de ces outils-là, de ces armes-là. Il a essayé de se mettre à la page comme il a pu, mais encore une fois, trop de choses lui échappent en réalité. Il n'a pas eu le temps de s'imprégner de tout cela. À peine arrivé, il a commencé à chasser, il n'est pas allé s'inscrire dans une université pour avoir plus d'informations. Alors que l'équipe de Van Helsing, elle, de son côté, tire complètement parti de tout cela. Et rien que le fait qu'ils puissent communiquer plus facilement entre eux, le fait qu'ils puissent concilier, mettre en commun leurs recherches, donc vraiment ils sont presque dans une démarche universitaire en fait, où ils mettent en commun leurs trouvailles, comparent, complètent toute cette documentation-là avec d'autres sources que Van Helsing a été glané par-ci par-là dans d'autres bibliothèques. Toute cette démarche-là en fait va les aider à combattre le comte. Dans le film, curieusement, ce n'est pas ça. Dans le film, la révolution technologique, elle est surtout présentée à travers le cinéma. Et Dracula va se rendre à une de ces projections justement. Et Dracula, c'est le maître donc de l'illusion dont j'en avais parlé justement. C'est comme si lui qui représente donc cette illusion réelle, cette pouvoir de métamorphose de l'homme, donc qu'il a intégré mais au prix d'une transformation qui fait qu'il n'est plus humain, il constate chez l'homme ce désir de produire et de maîtriser cette illusion, ce pouvoir de transformation, ce pouvoir de la lumière et de l'ombre, mais de manière absolument artificielle. Donc c'est plus une complémentarité ou en tout cas une comparaison qui est possible là entre ce que Dracula est, donc ombre et lumière, créature multiforme si on veut, face à l'instrument qui est capable de produire ces effets. Instrument fabriqué de toutes pièces par l'homme. Donc voilà, donc le film et le livre n'ont pas la même approche vis-à-vis de la technologie. Dans un cas, il y a comme ça un discours de parallèle entre en tout cas ce que l'homme peut être, ce que l'homme peut posséder, ce qu'il peut fabriquer. Donc l'artifice et l'original peut-être, on pourrait dire. Et de l'autre, on a cet effet poisson hors de l'eau, comme je disais. Donc d'un Dracula qui est resté figé dans un temps et qui ne se rend pas compte à quel point il est dépassé par la nouvelle époque. Il essaie comme ça de contaminer. Et cette époque a les outils, a les armes pour se défendre. Donc cette époque ici est bien sûr localisée, géolocalisée, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, avec ses avancées technologiques, va pouvoir combattre Dracula. Donc c'est juste une poignée d'hommes, avec 2 femmes en l'occurrence, qui vont suffire pour combattre Dracula, pour abattre Dracula. Lui qui avant combattait des armées entières. Du coup j'aime bien comment le film s'est émancipé de cela.
Car concrètement, c'est dans le langage filmique arriver à mettre en place ce discours-là sur ce qu'est le vampire à l'écran, donc qui est une excuse parfaite finalement pour jouer avec les ombres, jouer avec les métamorphoses, jouer avec la forme donc à l'écran. C'est assez intéressant, c'est assez pertinent d'établir ce discours-là dans le cinéma. Dans le livre, on comprendra qu'à l'époque où cela a été écrit, que Bram Stoker était un peu plus impressionné parce que l'Angleterre arrivait à produire et que finalement qu'une menace venant d'ailleurs pourra toujours être vaincue pour peu qu'on puisse s'appuyer sur notre science, pour peu qu'on puisse s'appuyer sur les avancées de cette époque de lumière. Et donc on en arrive au même point, on se rend compte quand même ici que livre ou film, on se retrouve donc au même point où Mina est condamnée, Mina est contaminée, et l'équipe est ébranlée. Et donc là, il s'agirait de passer à l'acte. Alors dans le livre, Dracula n'a pas tout à fait deviné le plan des hommes, car ils n'ont pas souillé son repère à Carfax immédiatement, comme je le disais. Car là, concrètement, ce qu'ils veulent, c'est tout repérer et ainsi le coincer dans son dernier refuge, et ainsi pouvoir l'achever plus facilement. Et donc en mettant en place cette stratégie, il va y avoir un épisode de cambriolage assez loufoque, assez cocasse. Alors je trouve que cet épisode aide un peu à alléger les souffrances de l'équipe car c'est un moment très pénible pour eux. Donc depuis que Mina est contaminée, l'équipe n'aura de cesse de se rappeler le sacré et l'importance de leur mission. Donc c'est quelque chose peut-être de très lourd comme ça sur les épaules de ces pauvres gens qui ont déjà vécu la mort, la perte donc de Lucie. Donc cet épisode de cambriolage dans la maison de Piccadilly, je crois, va leur donner un objectif, une action qu'ils peuvent entreprendre et réussir. Donc en fait, ça va faire du bien au moral de l'équipe. Parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que là maintenant qu'il s'agit de trouver les autres caisses de Dracula, c'est une autre paire de manches en réalité, car c'est dans d'autres maisons. Il ne s'agit plus seulement de neutraliser des caisses dans la maison de Carfax qui est juste en face de l'asile. Donc il faut un plan pour attaquer des maisons comme ça qui ne sont pas à soi et dont on n'a pas les clés. Et donc Van Helsing a une idée inspirée de la légende urbaine du voleur propriétaire. Donc se présenter avec beaucoup d'assurance, donc en tant que voleur, se présenter avec beaucoup d'assurance devant une propriété dont on sait que le propriétaire est absent, faire appel à un serrurier, donc se présenter encore une fois comme le propriétaire de la demeure, et prendre possession des lieux. Donc littéralement comme si on était chez soi et qu'on avait tout simplement perdu les clés, ou qu'on s'était enfermé dehors. En fait. La manière la plus naturelle possible, se faire changer la serrure. Alors le seul souci avec cette stratégie, c'est que ça prend du temps. Donc faut le faire en plein jour, faut vraiment du culot. C'est pas de nuit qu'il faut le faire. Faut le faire de plein jour, se montrer en train de mettre ses clés dans la porte, ne pas y arriver et faire appel au serrurier. Et donc ça prend du temps. Et ce temps-là, Jonathan, il ne l'a pas. Donc Jonathan est le premier à s'opposer à la stratégie de Van Helsing en lui rétorquant qu'on n'a pas le temps. Il n'y a plus de temps là, faut attaquer, parce que lui, sa femme est en train de mourir là, en train de se transformer. Et donc pour lui, il faut empêcher le comte de nuire aussitôt. Là, tout de suite, faut y aller, faut attaquer, il ne sait même pas par où commencer en fait. Mais il faut y aller. Là, il vient de s'attaquer à sa femme, c'est nuit. Donc là, ce soir, il y aura sans doute une autre victime. Ça suffit. Il faut y aller, faut attaquer. Alors il ne sait même pas par où commencer, le pauvre, il ne sait même pas où se rendre en fait. Mais il va agir. Sans doute pour compenser, parce qu'il est démuni le pauvre en fait. Là, il ne peut rien faire pour sauver sa femme, il sait ce qu'il attend. Et en fait, il a besoin d'agir. Il a besoin d'agir pour se sentir peut-être moins démuni. Donc allons-y, allons empêcher ce monstre de nuire. Et là, Van Helsing va lui répondre avec son tact habituel. Oubliez-vous, non sans un sourire fugitif, que cette nuit, il a fait un festin et qu'il dormira tard aujourd'hui. Donc il parle quand même du festin qu'il a fait sur Mina, Van Helsing, à ce moment-là. Donc c'est ce qu'il répond à Jonathan, le mari, en lui disant, attendez, vous en faites pas. Il ne va certainement pas nuire ce soir, il vient quand même de faire un festin. Je pense qu'il va bien dormir. Et donc quand il dit festin, il parle de Mina. Et Mina est présente dans la scène, dans la pièce à ce moment-là. J'arrive même pas à raconter cette scène, c'est incroyable. Il y a boulet, enfin c'est incroyable quand même. Et donc déjà, en plus, qu'est-ce qu'il en sait qu'il a bien mangé et qu'il se paye une grasse mat en contrepartie. Ce n'est pas un humain, qu'est-ce qu'on sait de son système digestif au vampire, enfin... Et surtout que la crainte de Jonathan est justifiée, parce que si le comte en avait profité pour déplacer d'autres caisses, surtout qu'il apprend à ce moment-là même à les déplacer seul, c'est à ce moment-là qu'il est en train de justement comme ça de se rendre compte qu'il peut changer de stratégie, qu'il n'a plus besoin de l'aide des déménageurs, Dracula les aurait tenus en échec. Donc oui, il y a raison de se hâter, il y a raison de se dépêcher. Et il ne faut surtout pas objecter à Jonathan que, mais non, vous oubliez qu'il a bien bouffé ce soir. Donc bien sûr, Van Helsing va s'excuser platement, il est anéanti d'avoir pu sortir une bêtise pareille, une bourde pareille. Et c'est au moment de partir pour la première fois, en voulant toujours laisser Mina à l'asile, mais en la protégeant un peu mieux cette fois-ci, que Van Helsing veut la bénir. Et en faisant le signe de la croix avec une hostie, au moment où il pose l'hostie sur le front de Mina, il la brûle. Il la marque au fer rouge, en réalité. Donc l'hostie, le contact de l'hostie avec sa chair, avec sa peau, en fait, vu que son corps est maintenant maudit, son corps est corrompu, ce contact est très douloureux pour Mina et donc elle sera marquée pour tout le reste de l'histoire. Donc je lis la scène. En tout cas, Madame Mina, donc c'est Van Helsing qui parle, vous êtes à l'abri de tout danger jusqu'à ce que le soleil se couche. Et d'ici là, nous serons revenus. Seulement, vous aussi, malgré tout, il faut que vous puissiez arrêter l'ennemi s'il cherchait à nouveau à vous nuire. Depuis que vous avez quitté votre chambre, je suis allé y mettre quelque chose, vous savez tous lesquels, qui l'empêcheront d'entrer. Donc il parle sans doute d'avoir frotté de l'ail sur les interstices ou avoir mis de la pâte d'hostie, peu importe. Pourquoi ne pas l'avoir seulement fait avant ? Et dès à présent, moi-même je touche votre front de ce morceau de la Sainte Hostie, au nom du Père et du Fils et du...
Nous entendîmes un cri épouvantable, donc c'est Jonathan Harker qui raconte. L'hostie avait brûlé le front de Mina comme lui fait un morceau de métal chauffé à blanc. Ma pauvre chérie avait pleinement compris ce que cela signifiait, aussi vite qu'elle en avait ressenti la douleur, et son cri était l'expression de la détresse infinie où elle se sentait sombrer. J'aurais vraiment voulu voir cette scène jouer, je pense, parce qu'elle crie de douleur au départ, et ce cri se transforme petit à petit en compréhension. Donc ça devient un cri de désespoir après. Donc cette bascule, j'aurais bien voulu la voir jouer. Cette marque qui vient d'être apposée sur le front de Mina, donc tout à l'heure je parlais de motivation, que le conte va leur fournir un élément de motivation, cette motivation va être visible désormais. Elle n'est pas seulement pensée. Cette marque sera toujours là pour leur rappeler leur erreur de l'avoir mal protégée et leur fardeau à devoir faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la libérer de sa malédiction. Donc ça devient visible. Parce qu'encore une fois, un fardeau invisible, si c'était juste Mina était corrompue, mais on ne le voit pas vraiment, on peut se laisser aller à certains besoins peut-être de relativiser le danger et de se dire, oh finalement ça va. Il est parti, ça va peut-être, les antigores vont peut-être agir, la malédiction va peut-être être levée. Mais non, en fait, cette marque rouge sera là tous les matins pour leur rappeler que cette pauvre femme, est maudite. Et donc cela devient compliqué avec Mina. Elle devient un boulet même s'ils ne le ressentent pas comme ça. Ils sont obligés de se la coltiner car ils ne peuvent plus la laisser derrière après ce qui vient de se passer. Mais la protéger c'est compliqué aussi car il faut presque la protéger d'elle-même désormais, vu qu'elle est susceptible de répondre à l'appel du conte. Donc ça devient compliqué là en réalité pour l'équipe. Ils poursuivent la chasse aux caisses mais en la laissant derrière avec une protection approximative. Un des membres devrait rester et la surveiller. Et on se rend compte que finalement ce n'est pas tant le fait de l'avoir mise de côté pour la protéger le problème, mais le fait de l'avoir mal protégée. Et que là encore ils répètent la même erreur. Et donc maintenant, ils sont obligés de rafistoler, d'autant qu'elle est en plus une espionne potentielle du conte, donc on ne sait pas trop quoi en faire, c'est cocasse. Toujours est-il que Jonathan Harker arrive à prendre son mal en patience, et donc ils arrivent à exécuter le plan à la Ocean 11. Alors je passe les détails, ils arrivent à parfaitement bien l'exécuter, ce qui fait qu'ils arrivent à pénétrer dans la maison de Piccadilly. Et donc ils racontent ce qu'ils y voient une fois qu'ils rentrent. Cela sentait terriblement mauvais, l'odeur même de la chapelle de Carfax. Et notre première expérience aidant, nous ne doutions plus que nous fussions dans une des demeures du comte. Sans perdre un instant, en nous servant des outils que nous avions apportés, nous ouvrîmes chacune des caisses pour y déposer, comme nous l'avions fait à Carfax, un morceau de l'hostie. De toute évidence, le comte n'était pas dans la maison à ce moment-là et nous poursuivîmes nos recherches. Sûrs de n'avoir négligé aucun recoin de la maison, de la cave au grenier, nous en vîmes à la conclusion que tout ce qui appartenait au comte se trouvait dans la salle à manger. Nous y fûmes à nouveau pour procéder à un examen détaillé de chaque objet. Ils étaient tous disposés sur la grande table, dans une sorte de désordre étudié. Il y avait les actes notariés de l'achat de la maison de Piccadilly, ainsi que celles des maisons de Mile End et de Bermondsey. Il y avait aussi du papier, des lettres, des enveloppes, des plumes, de l'encre, un mince papier d'emballage préservé de toute la poussière. Il y avait aussi une brosse à habits, une brosse à cheveux, un peigne, une cruche et une cuvette, celle-ci remplie d'eau sale et rougie comme si on y avait versé du sang. Enfin, des clés de toutes sortes et de toutes dimensions qui étaient probablement celles des autres maisons. Dès que nous eûmes examiné ces clés, Lord Godalming et Quincey Morris notèrent les adresses exactes des différentes maisons à Mile End et à Bermondsey, et munis de ces clés, partirent pour achever là-bas l'œuvre de destruction. Donc quelque part, à partir de la maison de Piccadilly, toutes les autres maisons vont tomber. Parce que là, ils vont trouver à la fois les plans, les actes notariés, donc les adresses, mais surtout les clés. Donc Dracula a tout laissé là en fait, donc ils vont pouvoir y accéder et aller finir de détruire ces dernières caisses. Et maintenant, nous attendons leur retour ou l'arrivée du comte. Et donc voilà, cette visite de la maison de Piccadilly, Dracula est absolument fou d'avoir laissé là tout ça. C'est-à-dire que là, littéralement, en une maison, ils ont accès à toutes les autres maisons. Ils ont toutes les adresses et toutes les autres maisons. Tout ça, ils n'avaient pas réussi à l'avoir en approchant les notaires ou les agences immobilières auxquelles le comte avait eu affaire. C'est juste en pénétrant dans cette maison qu'ils trouvent tout. Les clés, les adresses, les biens. Voilà, là vraiment, c'est un coup fatal. Voilà, c'est fini. Là, ils ne peuvent plus que fuir maintenant. Ils ont tout, ils ont accès à tout. Donc là, ils vont trouver les dernières caisses dans les autres maisons. Il restera une caisse parce que le comte, comme je l'avais dit, à ce moment-là, est en train de comprendre qu'il peut déplacer les caisses tout seul. Donc il exécute cette opération pour une caisse. Mais pour le reste, c'est trop tard. Et un dernier détail quand même qui me touche aussi, c'est ce qu'on trouve sur la table à manger. Et on a presque de la peine, en fait, pour les petits effets de Dracula. Quelques papiers, une clé, une brosse à cheveux, une brosse à vêtements, un petit bol d'eau sali, car il a dû se rincer la bouche pour être présentable à l'extérieur en plus. C'est ça qu'on s'imagine. Et on réalise dans quoi il vit, quoi. Et on réalise du coup que c'est dommage que l'odeur ait été exclue du film, car elle est très présente dans l'histoire. Partout où Dracula va, ça pue, en fait. Ça finit par puer. Dans tous les lieux où Dracula a élu domicile, une odeur vient imprégner, une odeur nauséabonde vient imprégner ces locaux. Ça devrait le suivre à l'extérieur en réalité, il devrait puer à l'extérieur. Et ça j'aurais aussi voulu le voir dans le film. L'odeur a été exclue alors qu'elle est très présente dans l'histoire. Dracula vit dans une sorte de puanteur, et lui-même doit sentir. Et je ne parle pas que de son haleine. Tous les lieux où il réside puent à travers toute son histoire. Et il faut réaliser que le Dracula de Bram Stoker est laid et son repère appuie encore plus sa laideur. C'est presque misérable sous ses grands airs. Un contraste le rend particulièrement, on va dire, vain
à mes yeux. Il va de soi que Dracula ne s'attaquera pas à de la pauvresse. Dracula veut de la proie aristoclasse, on va dire. Alors qu'il vit en réalité comme un chien de la casse. Dans la crasse et la puanteur, là, comme on vient de le voir dans cette maison. Donc tout ça est masqué derrière de luxurieuses maisons qu'il a acquises en faisant les poubelles à la recherche de pièces d'or. Bon, on se rappelle, c'était des tombes, mais c'est tout comme, c'est tout pareil, c'est tout aussi minable. Il fouillait des tombes pour récupérer quelques pièces d'or, au milieu des cadavres et des asticots. Et en plus, derrière cette posture qu'il se donne, quand il n'a rien de mis à se mettre sous la dent, il est bien content de tomber sur un marin ou du bébé de paysan. On se rappelle des premières scènes. Donc, la mascarade marchait bien au début, mais le masque se fissure au fur et à mesure. Et même John, au début, le considérait comme quelqu'un de la haute. C'était un homme éclairé, selon lui. On se rappelle, il se disait, je demanderai au comte de m'éclaircir sur les superstitions de ces gueux. Enfin, il disait pas de ces gueux, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Il demandera au comte ce soir, si le comte peut lui expliquer, mais pourquoi ils font ça, c'est un peu bizarre, c'est un peu, oh, c'est cocasse. Je demanderai au comte. Donc le comte, lui, a de la distance vis-à-vis de tout ça, de tous ces folklores-là, et est en mesure de lui expliquer. Donc le comte était un peu au-dessus de cette populace. Et c'est peut-être ça ce que le comte a toujours voulu. Évoluer dans les cercles meilleurs afin de tromper l'ennui et la mélancolie des Carpates, peut-être. Mais même si cela est plausible, on doit bien reconnaître que rien ne va dans ce sens dans le roman. Car en termes d'efforts de sociabilité, il n'en est rien. Dracula n'organise même pas un dîner mondain en Angleterre. Il ne fait rien, il ne sort pas, il ne va pas voir de spectacle. Rien. Il bouffe et il dort. Dans la version avec Bela Lugosi, il se rend au moins une fois au théâtre et il rencontre des gens. En pénétrant dans la maison de Dracula à son insu, en surprenant ses affaires personnelles, son petit bordel, on écorche vraiment de la superbe du personnage. Le rideau tombe absolument. Voilà ce qu'il est, voilà à quoi il est réduit. Une maison luxurieuse, une grande maison, bien placée, mais absolument vide, et à l'intérieur quelques petits effets personnels, quelques cercueils, de la terre dans laquelle il dort, et voilà. Et il sort chasser, il rentre, il dort. Mais vraiment, si c'était pour faire ça, fallait rester dans les Carpates, en fait. Et donc, ils attendent Dracula, aux aguets dans la maison de Piccadilly, et il finit bien par arriver. Il coince Dracula de jour, et donc il est privé d'une partie de ses pouvoirs. Et donc, je lis la scène.